Culturel, bonjour. Merci de votre attention. Je signale que nous sommes au Salon du Livre de Paris et tout de suite sur ce plateau pour vous parler donc pour la suite de ce que nous présentons déjà avec les animateurs, les culturels et donc les professionnels de la chose culturelle, la chose littéraire. Sur ce plateau avec moi, Boniface Mongomosa, qui est un critique littéraire que nous connaissons tous, qu'on ne présente plus. Avec lui, rapidement, quelques impressions de ce salon et également quelques préoccupations sur la littérature africaine contemporaine. Bonjour Boniface. Bonjour. Voilà. Tout de suite, vos sentiments sur ce salon. Voilà, le présent salon, qu'est-ce que ça vous dit, Boniface? Votre présence déjà à ce salon? Le fait que le Congo soit représenté et que cet espace soit réservé à l'Afrique m'inspire, une sorte d'optimisme, me laisse penser que la culture ne sera plus jamais le parent pauvre du développement sur le continent. Et pour moi, ça m'inspire énormément, beaucoup de joie, beaucoup de gaieté. D'accord. Alors merci, votre présence est significative à ce salon, Boniface. Oui, j'essaie de porter ma contribution justement par le biais de la culture et la littérature, ce que je sais faire de mieux au rayonnement entre guillemets de mon pays, le Congo, et de l'Afrique en général. Et donc c'est un rôle de passeur, un rôle de transmission, un rôle somme toute très modeste. Voilà. Alors, Boniface Mongomosa, tout à l'heure, j'ai mentionné que vous étiez un spécialiste donc de la critique littéraire africaine, il faut dire. Et déjà avec Africulture, vous faites beaucoup de choses. Dites-nous un mot sur la littérature africaine contemporaine. Quelle est la température aujourd'hui? La température aujourd'hui, c'est que la littérature africaine contemporaine est de plus en plus diversifiée. Il y a beaucoup de débats, même si ces débats ne sont pas frontaux, mais de manière transversale sur les problématiques. Les écrivains sont de plus en plus intimistes et je crois qu'il y a aussi une autre démarche qu'il faut saluer, c'est progressivement la prise en compte de l'essai par les romanciers. Et un autre aspect aussi qu'il faut mettre en exergue sur la littérature africaine contemporaine, c'est l'arrivée de manière fulgurante sur la scène parisienne, on peut dire de la scène africaine. Il y a des jeunes dramaturges de grand talent, Kwame Tawa, le Camerounais, Kossi Efui du Togo qu'on ne présente plus, et surtout un immense dramaturge, Kofi Kwaole, qui vient de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est un aspect nouveau sur le plan littéraire. Alors, est-ce que aujourd'hui, Africulture, on peut dire déjà miroir donc de cette littérature, donc nous montre la vie de cette littérature. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Africulture atteint sa vitesse de croisière? Oui, nous avons célébré en 2007 les 10 ans, donc je crois que 10 ans pour une revue, c'est vraiment une date canonique parce que les revues sont très très fragiles. Africulture est quelque part le thermomètre de cette littérature parce que nous avons su très tôt adapter la technologie nouvelle à la revue papier, et ce qui fait que le site est très très visité. C'est un espace de référence pour les gens qui organisent des festivals à la fois sur le continent et que ici en France. Et je pense que oui, Africulture, de ce point de vue, a atteint son but. Voilà. Maintenant, parlons en termes également, vous avez mentionné qu'il y avait déjà des nouveaux arrivés ou arrivants sur le plan donc de la présence, en fait, dans la présence littéraire. Qu'est-ce que vous pensez s'il faut faire aujourd'hui un recul de 10 à 20 ans et s'il faut faire une perspective, Boniface Mongomosa, est-ce que vous pensez qu'il y a un recul ou il y a une forte avancée? Vous savez, en art, j'ai toujours dit, le progrès est une notion un peu absurde. Je veux dire, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Houellebecq est plus important que Balzac? Non. Ce que je veux simplement dire, et ça c'est mon point de vue, je veux dire, on ne peut pas aujourd'hui, prenons un cas très typique, dire que un écrivain comme Lionel Amiano est
Comme Mongo Betty, non. Ce que je veux simplement dire, c'est que les problématiques de Leonora Miano ne sont plus les problématiques de Mongo Betty. C'est vraiment la chose la plus importante. C'est ce que je ressens. C'est-à-dire, les écrivains n'ont plus le poids de l'histoire sur les épaules comme l'a été la génération de Mongo Betty, de Samben Ousmane, où la notion de l'engagement était omniprésent, où il n'y avait pas d'autres moyens de communication, où les médias n'avaient pas été plus ou moins sous la tutelle des États. Et aujourd'hui, il y a des grands journalistes, des journalistes d'investigation, il y a des essayistes, et cette liberté de la parole donne aussi la liberté à l'écrivain, ce qui fait que l'écrivain peut se consacrer à des problématiques plus intimistes, à des débats plus littéraires, et c'est tant mieux. Je veux dire, les écrivains africains aussi commencent à entrer dans le champ littéraire français. Quand on voit le rayonnement, le succès médiatique d'un auteur comme Alain Bambankou, c'est quelque chose d'appréciable. Et donc je pense que le paysage a changé, les problématiques ont changé, et c'est tant mieux. Voilà. Merci Boniface. C'est un dernier mot? Non, que vive la littérature congolaise. Merci Boniface. Culturel également dans ce pavillon donc des livres et auteurs du bassin du Congo. Nous avons Émile Ngankama. Émile Ngankama, on sait qui publié Les âmes ivres aux éditions Emar. Bonjour Émile Ngankama. Bonjour cher ami. Voilà. Alors vous êtes présent donc à cette édition, cette 30e édition du Salon du Livre de Paris, porte de Versailles. Et quel est votre sentiment, n'est-ce pas, votre présence, cette invitation, cette participation à cette 3e édition du stand Livres et auteurs du bassin du Congo? Alors la première chose impressionnante, intéressante, c'est de voir quand même que dans cet univers aussi vaste de livres, il y a un espace dédié à la région bassin du Congo, qui est une région vaste, mais quand même sur l'initiative du Congo-Brazzaville. C'est quelque chose de très impressionnant et on a eu les témoignages des amis qui sont fascinés. J'étais tout à l'heure avec un auteur qui n'est pas du bassin du Congo, auprès de qui je viens d'acheter un livre de Dostoevsky, L'Éternel Marie, qui me dit qu'il était très intéressé par l'organisation qu'il y a ici au niveau du salon, notamment du stand bassin du Congo. C'est quelque chose de formidable. Ce qu'il faut retenir, c'est cette impression-là d'abord avant tout. Voilà. C'est cette impression avant tout, une impression très belle, il faut le dire, Émile Ngankama, mais également, il faut dire que votre ouvrage est présent dans ce stand et vous vivez vous-même ce climat, cette ambiance qu'il y a, cette ambiance festive où le livre est au centre, n'est-ce pas, de la fête. Alors oui, bien sûr, mon livre est exposé comme l'année dernière d'ailleurs. Pour moi, le livre, quand on l'a écrit, c'est comme lorsque l'enfant est né. Il faut le laisser à la société. On ne se l'approprie plus. C'est quand tu es dans un manuscrit que tu en fais sien. Mais le livre est paru, il est là, on l'achète pas, on l'achètera, on le prime pas, on le primera. Et donc je suis content que ce livre-là compte parmi tant de livres, parmi les milliers des milliers de livres qui sont ici. Et c'est là-dessus que je tire ma fierté d'écrivain. Et c'est à juste titre, je pense. Ouais. C'est à juste titre, merci pour cette belle espérance, il faut dire, Émile Ngankama. Mais il faut dire, vous êtes auteur d'autres ouvrages qui sont parus aussi aux éditions Emar et aujourd'hui, vous avez également un produit qui est encore en chantier. C'est pour vous dire que la vitalité est là. Mais je voulais simplement dire, Émile Ngankama, que déjà en qualité, donc vous êtes auteur, c'est une chose, vous êtes romancier, vous êtes auteur, c'est une chose, mais également vous êtes journaliste. Donc il y a une chronique également, vous êtes dans la démarche de la chronique et en qualité finalement de journaliste, s'il y avait un mot à dire, lequel serait-ce? Alors, ce serait effectivement de faire un bon papier sur l'ensemble, comme je l'ai fait l'année dernière,
Mais l'équipe est assez vaste ici. Je vois que les Carmen sont en train d'écrire, de couvrir donc l'événement. Et c'est très intéressant que vous, de votre côté, Télé Congo, fasse le point et Cultura soit présent. Et c'est quelque chose de formidable. Pour journaliste, avec la chronique dont tu parles, j'ai l'intention un jour de sortir les 2 volumes des chroniques que je publie dans les Dépêches de Brazzaville. Et je crois que ce sera une leçon quand même. Ça pourrait aider les jeunes étudiants, les chercheurs à connaître un peu de la vie politique, de la vie sociale, économique et pourquoi pas culturelle du Congo à partir de ces chroniques que j'entends publier si j'ai un éditeur qui aimerait bien me publier. Voilà. Merci Émile Ngakama une fois de plus. Merci cher ami culturel. En tout cas, nous sommes dans cette fête et vous le vivez, vous le sentez. Merci, à très bientôt. Merci beaucoup. Amis culturels, toujours dans cette ambiance festive donc du salon du livre et donc principalement pour le bassin et pour le stand, le pavillon donc livre et auteur du bassin du Congo, Madame Lydie Pongo qui est directrice financière et donc administrative des Dépêches de Brazzaville. Madame Lydie Pongo, vous êtes présent à cette 3e édition donc du pavillon donc livre et auteur du bassin du Congo. Quel est à chaud vos sentiments? Ah ben non, mais nous sommes satisfaits de ce que nous avons fait cette 3e fois. Mais je pense que c'est aux autres de nous juger. À eux de nous dire ce qui ne va pas pour qu'on améliore pour l'année prochaine. Mais mes impressions à moi, j'attends juste les critiques pour améliorer pour l'année prochaine. Et s'il y avait une autocritique, on pouvait se faire, on pouvait s'offrir? Non, mais je pense qu'il va falloir qu'il y ait un peu plus de participation de nos écrivains et de nos compatriotes, parce que ce stand leur est dédié aux Congolais et à toute l'Afrique. Donc pour nous travaillons pour eux, nous souhaitons qu'ils animent encore un peu plus ce stand et qu'on soit vraiment représentatif au Salon du Livre. Nous le sommes déjà, mais qu'on le soit un peu plus. Merci Madame Lydie Pongo. Merci. Comment se portent les éditions clés déjà? Je pense que les éditions clés se portent bien. Nous fêtons l'année prochaine nos 50 ans. C'est pas donné pour un éditeur sur le continent. Voilà. En tout cas, c'est pas donné comme vous le dites, Martial. Et on sait que les éditions clés, à une certaine époque, ont vécu le meilleur d'elles-mêmes. Est-ce qu'on peut dire que c'est plus qu'aujourd'hui ou c'est moins avant? Écoutez, vous faites bien de noter que dans les années 70, les éditions clés ont véritablement rayonné sur l'ensemble du continent. Et la preuve qu'on peut apporter à cette affirmation, c'est la diversité des origines des auteurs que nous avons publiés. Et pour ce qui est du Congo, je pense que nous avons le fonds le plus riche, le plus important des meilleurs auteurs congolais. De Jean-Baptiste Tatilouta, auteur des Poèmes de la mer, à Henri Lopez avec Tribalique, en passant par Guy Menga. Ils sont nombreux les auteurs congolais qui ont été publiés par les éditions clés. Et c'est la même chose qu'on retrouve dans tous les pays de la sous-région et de l'Afrique qui ont, dans les années 70, donné à l'Afrique ses meilleurs écrivains. Donc les éditions clés, après les années 70, sont passées évidemment par un passage à vide dans les années 90. Mais en réfléchissant sur ce qui avait été la cause de cette faiblesse, qui était le mode de financement, nous avons trouvé la formule idoine qui consiste donc
à rechercher par d'autres moyens les financements du livre, puisque la rentabilité du livre n'est pas immédiate. Lorsque vous investissez dans un livre, il faut attendre 2-3 ans pour que le livre vous rentre dans les frais que vous y avez mis. Ce que nous faisons maintenant, c'est que nous avons diversifié et nous avons notamment investi dans l'immobilier, et c'est les revenus de cet immobilier qui nous permettent donc de publier de façon permanente les meilleurs auteurs qui sont sur le continent et de la diaspora. Et est-ce qu'on peut dire que quelque part les éditions clés ont perdu en visibilité? Non, je pense que le champ s'est simplement élargi et les pôles de visibilité, les vitrines se sont multipliées. Avant, quand vous publiez sur le continent, il n'y avait que les éditions clés. Donc quand quelqu'un voulait savoir ce qui paraît, il s'adressait à Clé. Maintenant, vous avez dans chaque pays une maison d'édition, sinon plusieurs maisons d'édition. Vous avez le matraquage médiatique de l'Occident sur les auteurs africains qui sont publiés en hexagone et au-delà. Donc je pense que les éditions clés n'ont pas perdu en visibilité, mais le champ visuel des productions littéraires s'est élargi au point où les éditions clés seules ne peuvent plus suffire à donner l'image de ce qui se fait dans le monde de l'édition. Merci déjà, mais aujourd'hui déjà la présence des éditions clés à cette 31e donc, édition du Salon du Livre, mais particulièrement à cette 3e édition du stand Bassin du Congo, donc livre auteur du Bassin du Congo. La présence des éditions clés, il faut dire qu'elle est vraiment souhaitée. Je voudrais profiter de votre antenne pour remercier l'idée et l'initiative très généreuse et très bien inspirée du Congo de créer tout un bassin qui héberge les autres éditeurs africains de la sous-région. Ce qui serait souhaitable, c'est que, à côté du bassin du Congo, les autres pays prennent la mesure de l'importance d'être visibles là où les choses se voient, là où les idées se construisent. Parce que tous les préjugés, ou la plupart des préjugés que l'on a sur l'Afrique, à partir de l'Europe, ont été construits à travers les médias, à travers le livre. Et c'est par le livre et par les médias qu'on peut déconstruire ces préjugés-là. Il est donc important que le Congo ait compris cet enjeu, mais il serait mieux que les autres pays africains, à l'image de la Guinée, à l'image de la Côte d'Ivoire, qui sont présents dans des stands de ces pays-là, prennent la mesure de cet enjeu stratégique d'être présent à ce salon et de multiplier des bassins comme celui du Congo. Voilà. Et donc vous avez souligné là déjà l'initiative, le concept en soi, comment vous l'avez apprécié? C'est un concept d'une extraordinaire originalité et je pense que si ce concept n'avait pas été mis sur pied, il aurait manqué à ce salon. Vous faites le tour de ce salon, vous ne voyez pas quelque chose qui ressemble à ce grand pavillon du bassin du Congo. Donc c'est quelque chose de différent, c'est quelque chose qui apporte de la valeur ajoutée à ce salon. Alors, Martial, donc avec les éditions clés, revenons aux éditions clés. Aujourd'hui, quels sont les auteurs que nous présentent les éditions clés? Je pense que je suis aux éditions clés depuis 2007 et la politique que j'ai mise sur pied consiste d'abord à faire redécouvrir les classiques. C'est pour ça que nous avons créé une collection où nous rééditons, où nous réimprimons les meilleurs auteurs des éditions clés. Il y a des auteurs congolais qui sont connus, mais dont les livres ne sont pas très disponibles. Je vais discuter avec des libraires du Congo, les livres d'Henri Lopez, les livres de Guy Menga, les livres de Jean-Baptiste Tati-Luta. Je parlais avec quelqu'un tout à l'heure, on me parlait des Poèmes de la mer, le célèbre recueil Poèmes de la mer de Jean-Baptiste Tati-Luta. C'est des œuvres qui doivent être lues, relues, lues par les jeunes générations, parce que vous savez que l'un des drames de notre continent, c'est le drame de la transmission. D'une génération à une autre, les maillons de la chaîne sont brisés et on n'a pas la possibilité de faire partager l'héritage aux enfants. Donc, notre politique a deux volets. Il faut aller à la découverte de nouveaux auteurs, de bons nouveaux auteurs, parce que ce n'est pas ce qui est évident maintenant. Et surtout, faire redécouvrir les classiques, parce que c'est à partir des classiques que les jeunes vont apprendre à écrire. Sur 80 manuscrits, sur 100 manuscrits que nous recevons, je suis au regret de vous dire que nous en rejetons 90. Parce que les jeunes ont hâte de devenir célèbres et ils n'ont plus la patience de leurs aînés qui avaient des modèles, qui apprenaient à écrire et qui devenaient des écrivains lorsque tout le monde autour d'eux avait lu leurs textes, avait apporté des corrections, les avait aidés et lorsque par leur propre lecture, ils s'étaient fait une culture suffisante pour avoir une plume qui soit agréable à lire. Merci.
C'est moi. Merci. Merci. I've got to keep on pushing. I can't stop now. I move up, I need a higher. Some way, somehow. Oh, 'cause I've got my strength in it. It don't make sense. I keep on pushing. On sait que vous êtes cette star, cette vedette du livre de la bonne lecture dans Africa 24, puisque vous recevez et vous avez reçu et vont continuer à recevoir des auteurs qui sont passés sur votre plateau. Qu'est-ce que ça vous dit aujourd'hui? Quelle lecture vous avez aujourd'hui? Quel regard vous avez aujourd'hui de la littérature africaine, non africaine, francophone et contemporaine? Alors déjà, bon, star, non, on va enlever le mot est gavoldé. Non, c'est surtout que je suis une passionnée de mon continent. C'est surtout ça. Avant d'être, j'ai effectivement le plaisir et la chance d'œuvrer sur une chaîne qui donne une fenêtre ou qui ouvre une fenêtre sur l'Afrique de manière générale. Donc c'est vrai qu'Africa 24 a cette qualité-là, et je ne remercierai jamais assez les fondateurs, dont le fondateur Constant Némalé, parce que c'est vrai que c'est une fenêtre donnée sur l'Afrique. Et donc au niveau de la littérature, pour moi, c'est pas une littérature africaine, c'est une littérature universelle, mondiale. Littérature avec ses, j'allais dire, ses saveurs, ses parfums, ses annotations, ses respirations, peut-être influencées par l'endroit où l'on vit, mais c'est une littérature qui parle au monde entier. Alors, bien sûr, je ne veux pas oublier les difficultés, l'édition, parce que ça n'est pas facile aujourd'hui de se faire publier, éditer quand on est sur le continent. Donc, on gagnerait, encore une fois, moi c'est un appel que je lancerai, on gagnerait à ce que ce soit davantage soutenu par ceux qui décident, tout simplement. Donc ceux qui m'entendent, qui me regardent, qui dirigent l'Afrique d'aujourd'hui. On a besoin de lire, on a besoin de livres, parce que petite confidence, moi si je n'avais pas lu petite, peut-être qu'aujourd'hui je ne serais pas là en train de vous parler. Donc et nous sommes des millions et des millions comme ça à s'être éveillés par la littérature. Donc soutenez la littérature, et puis économiquement en plus c'est intéressant parce qu'un auteur qui vend des livres, ça rapporte des royalties pour le pays. Donc j'invite tous les dirigeants, allez, je sais que vous aimez lire, alors trouvez-le. Voilà, en tout cas c'est une grande invitation, donc vous avez l'adortance pour surtout les jeunes, cette invitation à la lecture. Et qu'est-ce que ça représente pour vous le livre? Rien que le livre. Oh déjà moi c'est un plaisir. Très passionné, mais c'est... Ah mais moi c'est, si j'osais, je dirais c'est jouissif quoi. Moi le livre, je ne peux pas. Alors pour vous faire une confidence, moi je viens à ce salon depuis que je suis haute comme 3 pommes, toute petite. Je traînais, je connais ce salon depuis des années, et une journée sans livre, pour moi, sans lire, alors évidemment, ça, mais vraiment tous les types de littérature. Une journée sans lire, pour moi, c'est comme une journée sans nourriture. Vraiment. Merci. En tout cas, merci Hortense. À bientôt. Merci à vous. Il faut dire que vous êtes donc l'un de ces grands critiques littéraires qui avait rendu vraiment visible la littérature africaine. Il y a de cela plus de 20 d'années, vous écrivez donc sur la littérature africaine. Aujourd'hui, 20 ans après, quel regard vous avez encore sur cette littérature? Alors, je vous corrige sur les dates, ça fait plus de 20 ans parce que le premier ouvrage qui m'a véritablement fait connaître, c'était Littérature nègre, dont la première édition apparue en 1974. Et ensuite, c'est un livre qui a été sans cesse repris, réédité, augmenté, etc. Et je crois que ce livre a beaucoup fait justement pour décloisonner la littérature africaine et la faire connaître non seulement à un public européen qui l'ignorait ou qui la méprisait, mais également à un public africain.
C'est-à-dire que mon livre a circulé à un moment où dans les programmes des collèges et des lycées, on inscrivait la littérature africaine à la suite de la conférence des ministres de l'Éducation nationale qui avait dû se tenir à Tananarive. Et les professeurs, aussi bien les coopérants, les Européens que les professeurs africains, avaient pour mission d'enseigner cette littérature. Et la plupart d'entre eux ne la connaissaient pas parce que personne ne leur en avait parlé. Et donc mon petit livre, la première version de littérature nègre, a été un petit peu, on va dire, un catéchisme qui a beaucoup circulé, qui a eu beaucoup de succès et qui a permis justement, je dirais, aux Africains de se reconnaître eux-mêmes dans leur propre littérature. Alors après, bien sûr, j'avais pas pour mission de convertir les Africains. Une de mes missions était de faire connaître et aimer cette littérature à mes étudiants français. Et là aussi, je crois que ça a très très bien fonctionné parce que j'ai formé des générations d'étudiants, non pas seulement français, européens, africains, américains, etc., qui ont travaillé sous ma direction. Et aujourd'hui, donc, Jacques Chevrier, je disais donc plus de 20 ans après, Ouais. Quel sentiment vous avez et quel regard vous avez de cette littérature? Disons un regard qui évidemment est un peu différent parce que moi, quand j'ai commencé dans les années 70, c'était une littérature émergente. On n'en parlait pas, il y avait peu d'écrivains, il y avait peu de publications, les livres ne circulaient pas, c'était vraiment réservé à un petit groupe, à une petite élite. Oui. Alors depuis, je vous apprendrai rien en vous disant que la production littéraire a connu une expansion extraordinaire par le nombre d'auteurs, par la qualité des textes et surtout par l'accueil du public. C'est-à-dire aujourd'hui, moi, quand j'ai commencé à faire des articles dans le monde des livres, on me regardait un petit peu en disant mais pourquoi l'Afrique, etc. Personne ne connaissait. Hein. Et donc il y avait tout un travail de pionnier. Donc moi j'estime que si on peut retenir des formules, j'ai été un pionnier incontestablement avec quelques autres. Hein. Je n'étais pas tout à fait seul et j'ai été un passeur. C'est-à-dire j'ai vraiment été un passeur de culture. Bon, je continue à l'être aujourd'hui, mais je mesure l'étendue du chemin qui a été parcouru parce que aujourd'hui ces littératures sont connues, sont reconnues, font l'objet de thèses, d'enseignements dans les collèges, dans les lycées, dans les universités et en particulier aux États-Unis. On sait que vous êtes professeur de littérature donc à la Sorbonne. Oui. Et est-ce que, disons, dans ce cadre universitaire, donc en plus la Sorbonne, vous n'avez pas eu de la peine à faire passer ce message? Littérature. Oui, mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, non, parce que bon, j'avais commencé avant. Moi, ma carrière, elle s'est passée dans 3 universités, à Rouen comme assistant, à Créteil, Paris 12 pendant 25 ans, et ensuite à Paris 4 Sorbonne. Et Paris 4 Sorbonne, j'y suis arrivé parce que des collègues et des amis m'ont dit, écoute Jacques, il y a la chaire de littérature francophone qui se libère. Pour nous, tu es le candidat idéal, tu es notre candidat. Et donc j'ai terminé ma carrière, qui a bien sûr rencontré des difficultés, en tant que titulaire de cette chaire d'études francophones. Bon, les collègues de la Sorbonne m'avaient appelé, c'était pas pour ne pas bien m'accueillir, et je dois dire que j'ai été très bien accueilli et que j'ai d'une certaine façon contribué à donner quand même un prestige lié en grande partie, non pas à moi, mais à l'institution, un prestige et une reconnaissance à cette littérature. Et c'était l'aboutissement d'un long cheminement. Aujourd'hui, Jacques Chevrier, il faut dire que nous avons des nouveaux noms, donc nous avons des nouveaux auteurs qui ont également gagné en visibilité internationale. Alors, quelle lecture vous faites de tout ça et quel est votre sentiment? Mon sentiment, c'est d'une part une grande satisfaction. Hein, quand on a été au fond un défricheur, un pionnier, on se rend compte que ça a donné des résultats. J'en suis ravi. À mon avis, il y a encore du travail à faire. Hein, il y a encore du travail à faire parce que on est quand même
en Occident tout au moins, dans une société qui porte pas toujours un regard très favorable sur les communautés étrangères et en particulier sur les communautés noires. La couleur reste quelque chose qui est difficile à vivre pour beaucoup de vos compatriotes, universitaires ou pas, qui vivent sur notre territoire. Mais là, je dois dire quand même qu'il y a eu de très gros progrès et je m'en félicite. Merci. Et je vous en félicite également. Merci à vous. Merci Jacques. Keep on pushing. Now maybe someday, I'll reach that higher goal. I know I could make it with just a little bit of soul. Cause I've got my strength. It don't make sense not to keep on pushing. Romy Alphancois, bonjour. Voilà, vous êtes présent à cette disons, parlant de 31e édition donc du Salon du Livre et principalement 3e édition donc du livre et auteur du bassin du Congo. Votre présence, il faut dire qu'elle est significative. Significatif, pourquoi? Même pas là, il faut dire que déjà vous êtes de ceux qui permettent aujourd'hui, qui continuent à permettre de rendre visible cette littérature. Et je pense également, dans ce sens, venir communiquer dans un cadre comme celui-là, c'est totalement significatif. Oui, quand on me demande, je viens. Voilà, donc si je peux être utile à quelque chose, oui. C'est vrai que ça permet effectivement de rendre visible un certain nombre de productions que l'on feint de croire qu'ils n'existent pas. Voilà. Voilà. Et de ce point de vue-là, les livres et les auteurs de ce qu'on appelle aujourd'hui le bassin du Congo, qui pour moi ce n'est qu'une métaphore pour dire les livres du monde noir et les auteurs du monde noir, oui, c'est bien de jeter comme ça un coup de projecteur sur ces auteurs, sur ces textes-là, oui. Voilà. Déjà, vous parlez de cette production, donc la visibilité de cette production et principalement celle contemporaine. Est-ce que vous pouvez nous communiquer cette température? Quelle est la température aujourd'hui? Quelle est la visibilité de cette littérature? Quelle est la vie de cette littérature? Elle est beaucoup plus visible aujourd'hui qu'il y a quelques années, en raison notamment de l'obtention par un certain nombre d'écrivains qui sont des écrivains talentueux antillais ou africains des prix littéraires français. Et je crois que depuis au moins 2006, on est en 2012, donc depuis 6 ans, depuis qu'il y a eu à ce salon l'honneur rendu aux écrivains africains ou plutôt aux écrivains francophones à travers ce qu'on appelle le Festival des Francophonies, il y a comme une sorte de reconnaissance de plus en plus grande de cette littérature. Mais cette reconnaissance est une reconnaissance qui est double, c'est-à-dire qu'au fond c'est la reconnaissance des écrivains qui écrivent en français et qui vivent en Europe, mais c'est aussi la reconnaissance des écrivains qui écrivent en français et qui vivent en Afrique ou bien aux Antilles et qui profitent malgré l'éloignement de la perception qui est faite aujourd'hui de ces littératures en Europe. Donc finalement c'est plutôt positif, oui. C'est plutôt positif et aujourd'hui, est-ce que vous pensez que le sens de l'engagement ou la dimension d'engagement est toujours marquante qu'il y a cela 10 ou 20 ans? Oui, mais ça n'a pas exactement le même sens. Oui, mais ça n'a pas exactement le même visage. Oui, mais ça n'a pas exactement la même résonance. Oui, mais ça n'a pas exactement la même visibilité. Moi, je pense, contrairement à ce que j'entends dire ici ou là, que tous les écrivains africains sont engagés. Tous. Même ceux qui feignent de dire qu'ils ne le sont pas. Justement, s'ils ne l'étaient pas, ils ne le diraient pas, il n'y aurait pas de problème. S'ils le disent, c'est bien parce que quelque part, il y a bien chez eux une sorte de représentation de ce que c'est que l'engagement, de mauvaise conscience de ce qu'a été l'engagement et peut-être qu'ils ne suivent pas aujourd'hui. Mais en même temps, il y a une conscience de ce qu'est chez eux une forme d'engagement. Et je prétends que cet engagement est sans doute aujourd'hui, même si ce que je veux dire peut paraître un peu surfait, l'engagement d'aujourd'hui des écrivains est beaucoup plus difficile à tenir que l'engagement d'hier. L'engagement des écrivains hier, c'était un engagement politique. Oui, on sortait du cadre qui était celui de leur pratique. On était dans le monde civilisé, au sens premier du mot, dans la société. Et cet engagement-là était un engagement qui était d'autant plus visible qu'il tenait exactement sur le même registre que les autres engagements politiques. Donc c'était facile à faire. Mais quand il s'agit de faire un engagement qui est un engagement littéraire,
de s'engager dans la littérature, de produire des discours qui soient des discours de vrais faits littéraires, alors là, ça devient très compliqué. Et il faudrait reconnaître aux écrivains d'aujourd'hui la capacité d'être beaucoup plus talentueux que ce diable. Je n'ai rien contre ce diable, mais il ne faudrait pas jeter aujourd'hui les écrivains aux orties sous prétexte qu'ils ne sont pas engagés ou bien qu'ils sont moins engagés que ce diable. Non, ils sont engagés dans la littérature. Et si on est tous là aujourd'hui, si on admire justement ces écrivains aujourd'hui, c'est bien parce que leur talent est pour moi une condition justement de leur engagement dans un domaine qui n'est pas un domaine qui est simple, qui est celui de la littérature et de sa pratique. Et vous l'avez dit par là qu'il faut certainement revisiter le sens, sinon le contenu du concept engagement. Ah oui, bien sûr. Il faut absolument le revisiter, y compris par rapport aux écrivains d'hier. Je veux dire que quand on dit, par exemple, Césaire est engagé, oui, c'est pas faux, c'est même vrai. Mais quand on dit où est-ce qu'il est engagé, tout le monde répond en politique. On oublie que lui aussi, il était déjà engagé en littérature, qu'au fond, ce qui l'intéressait, lui, c'était la pratique de la poésie. Ce qui l'intéressait, c'était la pratique du pamphlet comme genre. Et quand on voit Senghor qui dit à la fin de sa vie, s'il n'y a qu'une seule chose que je vous demande de retenir de ma vie, c'est ma poésie, mais il faut le prendre au mot. C'est-à-dire qu'en fait, il faut pas retenir la politique parce qu'il sait très bien que c'est évanescent. Il sait très bien que cet engagement-là est un engagement qui c'est pas périn, c'est périssable. Alors que l'engagement poétique, ah oui, celui-là, dans des millénaires, on va le retrouver. Dans des millénaires, on va en parler. Je crois qu'ils ont effectivement conscience de la vanité de l'engagement politique et, alors là, pour le coup, de la permanence de l'engagement poétique, oui. Voilà. Aujourd'hui, il faut dire que Présence africaine est rentrée dans une démarche qui est celle de la réédition des anciens. Est-ce que vous pensez qu'il n'y avait pas meilleure place à faire au nouveau? Ah non, faut jamais opposer les anciens au nouveau en littérature. Il ne faut pas opposer le passé au présent, c'est pas possible. Il ne faut pas opposer ce que je pourrais appeler le classique au moderne. Enfin, si on peut faire... Oui, mais justement, cette absence de visibilité, n'est-ce pas, d'accompagnement des jeunes auteurs à un niveau, disons à une place qu'on les aurait faites quand même. Pourquoi, qu'est-ce qui justifierait aujourd'hui, par exemple, la réédition des anciens que de rendre visibles des talents qui sont encore dans l'ombre? Parce qu'il faudrait toujours maintenir permanent l'histoire ancienne. Hein, et que si on ne réédite pas des textes anciens, on va oublier qu'ils ont existé. Et on risquerait de faire la même chose demain pour ceux que tout le monde considère aujourd'hui comme étant ceux qu'il faudrait défendre. Donc c'est une erreur de procéder ainsi. En revanche, moi je soutiens qu'il faut absolument rééditer les anciens. D'abord parce que ça permet de donner aux générations qui sont des générations à venir une base à partir de laquelle elle peut écrire. Une base à partir de laquelle elle peut réfléchir, une base à partir de laquelle elle peut se penser. Et non pas de faire comme dans des dictatures où les générations sont des générations spontanées qui naissent à l'avènement de chaque dictateur. C'est une erreur ça. En culture et en littérature, il vaut mieux s'appuyer sur une histoire qui est une histoire ancienne, une histoire existante et une histoire reconnue pour mieux aller de l'avant. Et je crois que si on ne procède pas ainsi, on va absolument couper les générations de leur histoire à elles, qui sont absolument nécessaires pour pouvoir évoluer. Je pense que la réédition des textes anciens n'a pas vocation à remettre en cause la production des textes contemporains, même si, je vous l'accorde, on peut penser à l'extérieur que la Maison Présence africaine ne défend pas les nouveaux. Or, c'est absolument faux. C'est absolument faux parce que, d'abord, il faudrait reconnaître que les jeunes talents aujourd'hui considérés comme étant des jeunes talents africains, pour la plupart sont passés par Présence africaine. Regardez Alain Mabankou, ses premiers textes c'était la Présence africaine. Regardez Fatou Diop, ses premiers textes c'était la Présence africaine. Regardez, y compris Ken Bougoul qui est un peu plus âgé, ses premiers textes c'était la Présence africaine. Donc c'est quand même des écrivains aujourd'hui qui sont des écrivains contemporains, qui sont reconnus ailleurs qu'à Présence africaine, qui ont publié leurs textes ailleurs qu'à Présence africaine, bien sûr. Mais si vous les interrogez, ils vous le diront avec ce qui est d'ailleurs absolument normal, avec une certaine sérénité, combien a compté pour eux dans l'avènement de leur trajectoire en littérature, la présence africaine. Parce que aucune autre maison d'édition n'aurait pu jouer exactement le rôle de découvreur, le rôle de ferment de la littérature que Présence africaine. Aucune autre maison d'édition. Aucune. Merci.
soul. Oh.